partir de 1942, les Alsaciens et les Mosellans furent enrôlés de force dans l'armée allemande. On leur mit un uniforme qui n'était pas celui du pays vers lequel allait leur cœur et leur fidélité. À Colmar, le 8 mai 2010, à l'occasion du 65e anniversaire de la capitulation allemande, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, rend hommage aux malgré nous en déclarant qu'ils ne furent pas des traîtres à la nation, mais bien des victimes du nazisme. En prononçant ces mots, le président français apporte pour la première fois une reconnaissance officielle à cette mémoire conflictuelle. Cette évocation, certes tardive, apaise une mémoire douloureuse, douloureuse parce que méconnue et effacée. Avec l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en janvier 1933, c'est une Allemagne revancharde qui se tenait aux frontières françaises. Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht pénétrait en Pologne. En réaction, la France et son allié la Grande-Bretagne déclaraient conjointement la guerre à l'Allemagne le 3 septembre. L'épisode de la drôle de guerre prit brutalement fin le 10 mai 1940 quand Adolf Hitler lançait ses troupes à l'assaut de la France et du Benelux. La Blitzkrieg également fut foudroyante. En un peu plus d'un mois de combats acharnés, la France et ses alliés furent vaincus. Malgré leur courage oublié, les soldats français se battirent avec des moyens dérisoires. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux périrent et 1,5 million d'autres furent capturés. Pour la majorité, ils passeront le reste de la guerre dans les stalags. La suprématie militaire allemande est totale. Le Führer a désormais la main libre pour imposer ses conditions à la France lors de l'armistice de Rotonde signé le 22 juin 1940. Mais sans qu'aucune des clauses n'y fasse mention, la Moselle et l'Alsace sont petit à petit annexées par le Reich hitlérien. Pour les deux régions frontalières, le drame débutait. Très vite, la présence du régime hitlérien s'accroît, l'administration nazie s'installe. Le parti nazi exporte par ailleurs ses organisations avant d'en imposer progressivement l'adhésion au Mosellan. La pression exercée sur la population ne cessa de croître durant toute la période d'annexion au Reich. Le 22 juin 1941, la Wehrmacht envahissait l'Union soviétique. Très vite, l'armée allemande allait s'enliser dans une guerre peu avare en pertes humaines. Pour régénérer les effectifs décimés lors des offensives, le haut commandement allemand envisagea d'imposer le service militaire aux jeunes des provinces annexées. Le 9 août 1942, lors de l'entrevue de Vinnitsa, Hitler donna son accord à Joseph Burkel et Robert Wagner pour procéder à la mobilisation des conscrits dans les régions annexées. Le 19 août 1942, Joseph Burkel décrète la mobilisation des jeunes Mosellans dans la Wehrmacht. Il décide de l'officialiser le 29 août suivant en donnant la nationalité allemande aux conscrits, condition nécessaire pour intégrer l'armée allemande. Afin d'être incorporés dans l'appareil militaire allemand, les Malgrino étaient obligés d'achever un service du travail dans le Reich. Ce service dura 6 mois, puis fut rabaissé à 3 mois face aux besoins urgents de renforts sur le front. Pour éviter tout risque à leur famille, les conscrits mosellans ont répondu à l'appel sous les drapeaux. Ceux qui refusaient d'y répondre s'exposaient à de sévères représailles. Une fois que le conseil de révision fut effectué, ils furent dotés d'un verre-passe, puis affectés dans les casernes allemandes. L'épreuve du feu fut terrible. Ils furent le plus souvent envoyés sur le front russe en première ligne, face à l'avancée irrésistible de l'armée rouge. On estime que 90% d'entre eux durent se battre contre les troupes soviétiques. La fin du conflit se précisant davantage devant l'avancée des armées alliées, les malgré nous se retrouvèrent pris au piège de la captivité. Pour ceux qui ont déserté et se sont rendus aux troupes anglo-saxonnes à l'ouest, ce fut une triste réalité. Ils furent considérés comme des prisonniers de guerre et dirigés vers les camps de prisonniers anglo-saxons, dont le fameux camp de la Flèche, qui donna l'expression fléchard. Pour les déserteurs du front russe qui réussirent à survivre à leur désertion, la captivité fut éprouvante. Dans des conditions d'internement similaires à celles en vigueur dans l'archipel du Goulag soviétique, les malgré-nous attendirent leur rapatriement. En juillet 1944, la France libre et le gouvernement soviétique signèrent un accord qui permit la libération de 1500 malgré-nous. Ce fut le seul et unique rapatriement en temps de guerre. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait alors que les Russes livraient les derniers combats à Berlin. Les alliés anglo-saxons libérèrent la plupart des prisonniers français en juin 1945. Toutefois, il fallut attendre la capitulation allemande et le mois d'août 1945 pour voir les premiers malgré nous prisonniers en URSS revenir en France. Ce rapatriement fut possible grâce à un accord entre le gouvernement provisoire de la République française et le pouvoir communiste. Le gouvernement français organisa en conséquence plusieurs missions de rapatriement, dont celle du préfet Péra et du général Keller. Néanmoins, beaucoup de ces soldats restèrent captifs dans les camps soviétiques. On observa beaucoup de retours individuels entre 1946 et 1955, date du dernier rapatriement d'un malgré nous en France. Dès l'arrivée des premiers Mosellans, un monde associatif propre à l'incorporation de forces se formait en Moselle à partir du mois d'août 1945. Néanmoins, beaucoup de malgré nous disparus sur le front ou en captivité manquaient à l'appel. Pour beaucoup de familles, le deuil fut impossible tant l'espoir de voir rentrer ces soldats demeurait.
Plusieurs collectes de renseignements furent organisées afin de statuer sur le sort de ces hommes. Pour la plupart des cas, ces renseignements furent suivis d'un acte de décès. Mais à certaines exceptions, on peut découvrir que certains des disparus demeuraient isolés dans les camps soviétiques. La réinsertion dans la société ne fut pas une mince affaire pour les Malgrino mosellans. À l'échelle locale, les conflits entre les expulsés par les autorités allemandes et les restés empoisonnaient la vie quotidienne. Le curé de la paroisse de Borny témoigne de ce malaise dans un rapport. Le grand mal, ici comme ailleurs, c'est la discorde persistante entre les revenus et les restés. Cette discorde paralysera encore longtemps toute entreprise demandant le concours des deux parties. Il fut par ailleurs reproché aux Malgrino d'avoir porté l'uniforme maudit, symbole des malheurs des uns et des autres. Les catégories de victimes furent nombreuses en Moselle. Pourtant, on constate que la mémoire locale ne se souda pas autour des incorporés de force, comme ce fut le cas en Alsace. La réalité fut que les Malgrino représentaient une catégorie victimaire minoritaire. Leur récit ne rentra pas en corrélation avec le discours résistentialiste prôné par l'État français. De plus, l'importance prise par le Parti communiste français, qui répondait aux ordres de Moscou, ne permit à ce souvenir de s'exprimer. Les témoignages des rescapés des camps soviétiques ne trouvaient aucune oreille prête à écouter un tel récit. Leur mémoire fut inaudible, reléguée dans la hiérarchie victimaire structurée à l'échelle locale et méprisée par les Français de l'intérieur. Le procès de Bordeaux qui intervenait en 1953 et qui jugeait les responsables du massacre d'Oradour-sur-Glane n'offrit pas une bonne tribune au récit des Malgrino. Durant ce massacre survenu à l'été 1944, dans lequel 13 incorporés de forces alsaciens et un engagé volontaire furent impliqués, 642 habitants furent assassinés. Parmi les victimes figuraient 44 Mosellans, évacués en 1940 ou expulsés par le régime nazi après l'annexion. Finalement, les 13 incorporés alsaciens furent condamnés à des peines d'emprisonnement avant d'être amnistiés par les parlementaires français afin de préserver l'union nationale face aux protestations alsaciennes. L'ensemble des associations patriotiques de Moselle dénoncèrent les 13 Malgrino alsaciens. L'association des Malgrino mosellans brilla durant ce procès par son silence, se faisant discrète en soutien aux victimes mosellanes du drame. On observa dès lors une réelle désolidarisation mémorielle entre l'Alsace et la Moselle. Le combat juridique mené par le monde associatif des Malgrino et qui devait conduire à l'obtention des statuts d'anciens combattants permit à cette mémoire de subsister. La mention honorifique « Mort pour la France » fut accordée aux Malgrino dès 1945. En 1950, une loi d'amnistie générale pour les Mosellans engagés dans la Wehrmacht après le 25 août 1942 fut adoptée par l'Assemblée nationale. À partir de 1957, la carte du combattant fut accordée à tous les Malgrino qui avaient pu faire certifier au préalable le caractère forcé de leur engagement. Les autorités françaises qui délivraient ce certificat le refusèrent aux soldats engagés volontairement et à ceux ayant appartenu à une formation du parti nazi. Pour certifier cette qualité d'incorporé de force, les autorités procédèrent à de nombreuses enquêtes de renseignement. En 1981, la fondation d'entente franco-allemande fut créée afin que les Malgrino puissent être indemnisés par l'État allemand. Outre le combat juridique du monde associatif, la mémoire des Malgrino mosellans resta silencieuse durant près de 3 décennies. Néanmoins, à partir des années 1960, une mémoire spécifique émergea en Alsace et en Moselle. Le souvenir de l'internement dans les camps soviétiques, en particulier celui de Tambov, se propagea dans les deux régions. La publication de l'ouvrage d'Alexandre Solzhenitsyn, L'archipel du Goulag, sorti en 1973, et la critique du régime communiste offraient un contexte idéal pour l'expression de cette douleur. La Fédération des Anciens et l'Amicale des Anciens de Tambov furent les deux associations qui perpétuèrent le souvenir de la captivité soviétique. Les années 1970 virent apparaître les premiers témoignages de Malgrino mosellans. Robert Bourg publia en 1977 son ouvrage Un Lorrain de la Kriegsmarine, ce qui ouvrit la voie à ses camarades. Il fallut attendre l'éclatement du mythe résistentialiste et les travaux menés par l'historien Robert Paxton pour assister au réveil de cette mémoire sensible. Le déclin du Parti communiste favorisa en outre le réveil de ce récit. Par ailleurs, les nouvelles générations qui n'avaient pas connu la guerre ne se sentirent plus obligées de glorifier l'État français. En parallèle, les lieux de mémoire et de commémoration se multiplièrent en Moselle. On observe qu'un musée dédié à l'histoire de Tambov fut inauguré à Amnéville en 1987. Une exposition permanente de l'espace mémoire de l'Ascomémo fut de son côté inaugurée en 2007 à Agondange. Plusieurs monuments rappelant le drame de l'incorporation de force furent construits à Fareberswiller, Amnéville et Sarreguemines. Pourtant apaisée par la reconnaissance officielle de l'État en mai 2010, la mémoire des Malgrino reste de nos jours un sujet décrié et conflictuel. L'exemple du documentaire relatant l'histoire de la division SS Das Reich et diffusé par France 3 en 2015 témoigne d'un certain malaise persistant dans notre société. Outre l'amalgame maladroit véhiculé par le documentaire, faisait passer les enrôlés de force pour les volontaires, la réaction de certains individus étrangers géographiquement aux régions concernées met en évidence une incompréhension de ce drame. À l'heure où les derniers témoins de cette page de l'histoire disparaissent, la question du devoir de mémoire se retrouve plus que jamais au cœur des enjeux. Au total,
Ce sont plus de 130 000 Alsaciens et Mosellans qui furent enrôlés de force dans l'armée allemande. 30 000 d'entre eux périrent, parmi lesquels figuraient 7 000 Mosellans. On estime que 10 000 d'entre eux périrent dans les camps soviétiques. 10 000 autres furent portés disparus, on les appelait les non-rentrés. Actuellement, nous sommes sans nouvelles de près de 2500 malgré nous Mosellans. Près de 30 000 Alsaciens et Mosellans furent blessés et invalides au terme de la guerre. L'incorporation de force fut un drame humain et moral qui toucha l'Alsace et la Moselle. Les Malgré-nous furent victimes de l'abandon de leur patrie en 1940, qui n'avait su les protéger. Ils furent les victimes des pulsions meurtrières du régime nazi. Ils furent les victimes du régime concentrationnaire soviétique. Ils furent les victimes du rejet d'une société maudissant l'uniforme allemand.